Voilà. Donc, je donne quand même les quelques petites informations habituelles. Je présenterai ensuite les intervenants de ce soir. Il y a une prochaine plénière qui est prévue, c'est le 3 avril, et ce sera là au CISP de Kellermann, hein, donc dans le 13e arrondissement. Ce sera sur une histoire de la République en France, non pas française, mais en France, des origines à la Ve République, en sachant que l'idée républicaine et même des pratiques républicaines ont existé avant la Révolution française. Et donc ce sont deux juristes et historiens qui interviendront de Saint-Victor et Brantôme. Je pense que c'est un sujet intéressant. Vous avez peut-être déjà reçu d'ailleurs les invitations pour cette séance. C'est un sujet intéressant parce qu'il traite des différentes approches que l'on peut avoir de la forme républicaine, ce qui n'est pas toujours évoqué. On évoque toujours la République comme quelque chose d'unique, d'irremplaçable bien sûr, et d'indépassable, alors que c'est plus compliqué que ça. Et je crois que ce sera intéressant d'avoir cette intervention et cette discussion sur la République, surtout en cette période. D'autres plénières sont prévues mais ne sont pas définies. Donc je ne peux pas beaucoup vous en parler ici. C'est une période difficile puisque nous arrivons près des élections européennes et puis que les discussions et les gens qui pourraient discuter avec nous vont être pas mal pris par les élections européennes, que ce soit des économistes ou des politistes. Alors, on envisage quand même d'essayer de faire venir Jérôme Fourquet, qui, vous savez, a fait paraître un ouvrage intéressant qui s'appelle « L'archipel français », apparemment tellement intéressant qu'on ne le trouve plus dans les librairies et qu'il est en période de réimpression. Bon. Je n'ai pas encore pris un contact certain avec lui, mais j'espère que nous pourrons l'avoir. Et puis nous avons quelques interventions possibles en mai-juin sur la question Europe, mais on n'a pas encore contacté des intervenants possibles. Voilà. Tout ça pour vous dire aussi que nous avons des problèmes avec cette salle. Je le redis pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les travaux qui sont en train d'être faits sur le théâtre Récamier, que nous espérons pouvoir utiliser dans l'avenir, pour certaines de nos manifestations un peu plus prestigieuses et populaires, c'est-à-dire en nombre, les travaux qui devaient être terminés ce printemps ont pris du retard et les salles de réunion vont être de nouveau fermées pour faire passer des câbles, des canalisations, que sais-je. Et donc nous n'allons plus pouvoir y avoir accès sans doute en avril, mai, juin. Donc nous devrons sans doute trouver des salles ailleurs, nous pouvons les trouver, mais donc vous ferez bien attention dans vos invitations, convocations, du lieu où ça se passe, parce que nous avons déjà eu plusieurs personnes qui sont venues ici alors que c'était au Métallo Kellermann, et peut-être aujourd'hui il y en a qui sont à Kellermann alors que c'est ici. Ça fait partie des joies de la vie. Bon. Donc je vous présente aujourd'hui nos deux intervenants. Il y en a un que certains connaissent et puis l'autre moins, qui ont travaillé ensemble, c'est pas la première fois, sur un tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale et de l'Eurasie. Ce tableau de bord existe depuis plus d'une vingtaine d'années, pas annuel, mais à publication périodique, disons. Non, mais il a commencé, à vrai dire, dans les années 90. Ouais. Et donc, mais vous en avez eu l'explication dans l'invitation. L'objectif de ce tableau de bord, c'était, après l'ouverture, bien sûr, des frontières à l'Est, de réaliser régulièrement
un tableau de l'évolution de ces pays qui avaient été sous l'ex-empire russe, si l'on peut dire, et dans les pays communistes, de voir leurs évolutions aussi bien d'un point de vue économique, politique, sociologique. Donc un certain nombre de spécialistes de ces pays interviennent depuis ces années-là pour faire des bilans réguliers. Et cette fois-ci, c'est donc Jean-Pierre Paget qui est immédiatement à ma gauche, qui est donc un ancien membre, ancien plutôt du Cercle Condorcet, qui en a d'ailleurs été président, et qui est un économiste et spécialiste depuis longtemps des pays de l'Est et d'Europe centrale, et Julien Vercueil, qui est un peu plus loin sur ma gauche, qui est professeur d'économie à l'INALCO. Pour ceux qui sont un peu anciens, c'est ce qu'on appelait autrefois les Longueaux. Il est donc directeur du département commerce international et membre du centre de recherche Europe-Eurasie de cet INALCO. Il est l'auteur notamment de Les pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, c'est-à-dire les BRIC, mutation économique, crise et nouveaux défis. Il a publié avec Jean-Pierre Paget il y a quelques années un ouvrage qui s'appelait « De la chute », c'était bien ensemble que vous aviez publié ça, hein, « De la chute du mur à la nouvelle Europe hein, », que j'avais d'ailleurs lu. Et il vient de publier l'économie politique de la Russie, 1918 à 2018, c'est-à-dire un centenaire, qui vient de paraître aux éditions du Seuil dans la collection Point Économie le mois dernier. Je ne me trompe pas. Alors Jean-Pierre Paget m'a indiqué qu'il était essentiel de rappeler, je pense que c'est en effet important, que vous avez été titulaire de la médaille d'or de la Fondation internationale Kondratiev pour vos travaux sur l'économie de la Russie, et que vous êtes, si j'ai bien compris, le premier Français pour le moment à l'avoir obtenu. Il y en aura peut-être d'autres, hein, Kondratiev, qui était un grand économiste russe, qui a malheureusement fini sa vie dramatiquement. En goulag. Voilà. Donc je vous laisse la parole. On a convenu que vous aviez à peu près 20-25 minutes chacun. Donc c'est Jean-Pierre qui commence et ensuite Julien Vercueil. Merci. Alors j'ajoute une chose, parce que c'est important, que Julien Vercueil est maintenant professeur d'économie à l'INALCO. C'est ce que j'ai dit. Professeur. Oui, je l'ai dit. Non, j'avais mal écrit la première fois, mais là j'ai bien dit. Mais tu l'as retrouvé, bon. Alors, le tableau de bord des pays de l'Europe centrale et orientale, c'est une aventure qui remonte au début des années 90, après la chute du mur de Berlin. Il a donc 30 ans. Enfin, 30 ans, au début, c'était une ébauche, une esquisse. Mais enfin, il a commencé il y a 30 ans. À l'époque, avait été créée auprès du président de la République, François Mitterrand, une mission interministérielle pour la coopération avec les pays de l'Europe centrale et orientale, MISECO, mission à laquelle Bernard Wolfer et moi-même avons participé. Et c'est le délégué responsable de cette mission qui m'a demandé en 1992, donc c'est 92, ça a commencé en 92, de réaliser un tableau de bord rendant compte de la situation économique des pays de la zone et mesurant leur progrès sur leur chemin de passage à l'économie de marché. C'était à cette époque, c'était le grand challenge, voilà. Et alors, bien entendu, à ce moment-là, il n'était pas conscient de ce que son idée allait avoir un prolongement jusqu'en 2018. Bon. Et alors, au début, ce tableau de bord a eu une existence expérimentale avec des collaborateurs occasionnels. Bon, donc, en fait, les 10 premières années, c'était un peu une ébauche. Et il a trouvé une assise institutionnelle aux séries Sciences Po qu'il a pris sous son ombrelle qu'au début des années 80. Donc, à partir de, disons,
Oui, de 2000, il a une licence institutionnelle. Mais il y a eu un changement jusqu'en 2013. Et en 2013, après un changement de directeur du CERI, cet organisme a abandonné la tutelle et donc l'organisation administrative de ce tableau de bord, dont le champ avait entre-temps été étendu aux anciennes républiques asiatiques de l'URSS. Donc, la dénomination du tableau de bord comporte dès lors le vocable Eurasie. C'est le tableau de bord des pays de l'Europe centrale et orientale et de l'Eurasie. Cette tutelle a été reprise par l'INALCO grâce à l'élection efficace de Julien Vercueil, ici présent. Alors, un nouveau tableau de bord en instance de publication à l'INALCO a donc été élaboré au cours des années 2007 et 2018, qui va vous être présenté par Julien Vercueil et moi. Je me chargerai de la présentation de la partie de ce tableau de bord ayant trait aux pays de l'Europe centrale et orientale, hors URSS, parmi lesquels hors URSS, et Julien assurera celle des composantes de l'ex-URSS, parmi lesquelles les anciennes républiques soviétiques d'Asie, d'où le nom d'Eurasie. C'est pour ça qu'il y a le nom d'Eurasie. Bon, je vais donc sans tarder aborder maintenant l'analyse de la situation des pays de l'Europe centrale et orientale. D'abord, la définition du champ couvert. Alors, ce concept couvre les 4 pays dits du groupe de Visegrad. C'est important que vous reteniez ça, le groupe de Visegrad. Ça comporte la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Ce sont des pays qui se trouvent autour de la ville de Visegrad, voilà, d'une certaine façon. Donc, il recouvre les pays de l'Europe centrale et orientale, donc le groupe de Visegrad, et puis les pays voisins allant du nord au sud, des pays baltes aux Balkans occidentaux, en passant par la Bulgarie et la Roumanie. Alors, tout de suite, une précision. Bon. Tout de même, je voulais dire tout de suite que la grande majorité des pays dont j'ai parlé sont des pays qui ont clairement posé leur candidature à l'Union européenne et certains ont été admis. C'est le cas des pays du groupe de Visegrad, des pays baltes, de la Bulgarie et de la Roumanie. Les pays des Balkans occidentaux n'en font pas encore partie, mais d'une manière ou d'une autre, ils postulent. Bon, je reviendrai sur tout ça en détail. Alors, une précision importante. Ce tableau de bord qui utilise les données statistiques disponibles est essentiellement d'ordre économique, je tiens à le dire. Il est beaucoup plus d'ordre économique que politique. Alors, on va quand même il aborde d'ailleurs les phénomènes politiques, mais c'est quand même un tableau de bord économique essentiellement. Et à l'origine, il avait pour objet de suivre le passage dans ces pays de l'économie socialiste à l'économie de marché, ce que l'on a appelé la transition. Alors, les aspects politiques de cette transition y sont abordés, mais ne font pas l'objet d'une analyse aussi fine que les aspects économiques. Et ces aspects économiques disposent d'une batterie d'indicateurs économiques très développés. Parce que nous travaillons en liaison avec l'Institut international d'économie de Vienne, qui publie régulièrement un tableau statistique avec toutes les données relatives à tous les pays en question. Alors, le premier enseignement important que l'on peut aujourd'hui tirer de l'histoire de ces pays depuis la chute du mur de Berlin, c'est qu'ils ont dans l'ensemble réussi leur passage à l'économie de marché. Je crois que c'est assez important parce que pendant longtemps on en a douté. Mais on peut dire que dans l'ensemble, ils ont réussi leur passage à l'économie de marché, leur transition économique. Ceci est impressionnant. Tous les indicateurs économiques, en tout cas de 2017, parce que depuis le temps qu'on le prépare, ça peut peut-être changer, mais je ne pense pas. Tous les indicateurs économiques sont à cet égard au vert. C'est intéressant de voir quand même alors que nous avons du mal, par exemple, à respecter les indicateurs de Maastricht pour les finances publiques, eux les respectent maintenant. Ils les respectent d'ailleurs grâce aussi aux fonds
qu'on leur octroie et qui évidemment comptent dans leurs dépenses publiques. Bon. Alors, cela concerne bien entendu plus particulièrement les 4 pays du groupe de Visegrad, que je vous rappelle, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Si on se réfère par exemple à ce qui s'est passé en 2017, on constate que la croissance du groupe de ces 4 pays a été de l'ordre de 4%, alors qu'au cours de la même année, la croissance de la zone euro est restée, par comparaison à la traîne, avec un taux de seulement un peu plus de 2%. Vous voyez donc un peu le changement de perspective. Au départ, c'était des pays, on ne savait même pas s'ils arriveraient à s'insérer dans l'économie de marché. Et puis, de ce point de vue-là, ils ont su bien réussi qu'ils ont une croissance plus rapide que la nôtre, finalement. Pas tous, mais enfin, ceux-là en tout cas. Il y a donc eu un rattrapage incontestable et d'autant plus remarquable qu'il s'est accompagné en fin de parcours du respect des équilibres économiques et financiers. Alors ça, c'est ce qui est de plus remarquable, c'est qu'ils ont sinon l'équilibre des finances publiques, des choses qui en est très proche. Donc, avec évidemment l'aide des fonds qu'on leur transmet, c'est vrai. Alors, j'ai parlé du groupe de Visegrad, mais ça concerne aussi les pays baltes, je vais y revenir après, la Bulgarie et la Roumanie, avec toutefois quelques réserves, et parmi les pays du sud-est de l'Europe, la Slovénie et la Croatie maintenant intégrées dans l'Union européenne. Alors, dans ce tableau d'eau, on traite aussi de ceux qui ne sont pas encore dans l'Union européenne, ceux que l'on appelle les Balkans occidentaux. Les Balkans occidentaux, c'est l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie. Ils ne sont toujours pas dans l'Union européenne, ils rattrapent leur retard, mais leur situation économique et surtout politique est encore beaucoup moins solide que celle des pays précédents. En effet, c'est pas étonnant, les pays des Balkans occidentaux souffrent encore des troubles créés par l'effondrement et le démantèlement de l'ex-Yougoslavie qui structurait de façon majeure cette partie de l'Europe. Tous continuent à en subir les séquelles, même si les conflits qui en sont résultés n'ont plus l'acuité qu'ils ont eu immédiatement après son démantèlement. Mais je ne citerai simplement comme exemple que la difficile coexistence entre des Serbes, des Croates et des musulmans dans la Bosnie-Herzégovine. Bon. Alors maintenant, j'avais passé à un autre ensemble de pays, la situation des pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Alors, bon, vous me direz, mais les pays baltes, ça devrait être dans l'Eurasie. Bon, avec Julien, je me suis entendu que je parlerais des pays baltes parce qu'eux, ils sont intégrés dans l'Union européenne. Donc, il vaut mieux en parler maintenant. Alors, la situation des pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, mérite une attention particulière. Oui, justement, ne serait-ce que parce qu'ils faisaient partie de l'ancienne URSS, ce qui ne les a pas empêchés d'intégrer dès 2003 l'Union européenne. Vous voyez le passage. Alors, en accord avec Julien, j'en dirai ici quelques mots. Alors, ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, c'est qu'ils ont pratiqué très tôt une politique économique libérale, voire ultralibérale, très dure, une thérapie de choc. Eux, ils ont pratiqué la thérapie de choc. C'était la politique que préconisaient les experts de la Commission européenne. Bon, évidemment, avec cette thérapie de choc, ils ont eu d'excellents résultats financiers et autres. Ils ont été admis dans l'Union européenne, oui, dès 2003, vous voyez. Mais ils ont été particulièrement touchés par la crise économique de la fin des années 2000, dont les effets sont conjugués avec ceux de cette thérapie de choc. Et après, ils ont rétabli rapidement leur situation économique. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la crise, effectivement, de la fin des années 2000, les pays baltes, surtout la Lettonie et dans une moindre mesure la Lituanie, se sont révélés plus sensibles aux inconvénients de la thérapie de choc sur la vie des citoyens,
Ils ont infléchi très sérieusement la conduite de leurs économies, mettant en œuvre une politique sociale. Il n'y a d'ailleurs pas sans rappeler celle que nous avons connue en France au cours des années 50 et 60. C'est-à-dire qu'après avoir mis à l'épreuve leur population avec cette thérapie de choc, ça a été dur à un certain moment, alors ils commençaient à s'intéresser du bien social des populations, etc. Et d'ailleurs, depuis lors, la croissance est davantage tirée par la consommation des ménages, stimulée par une hausse significative des salaires de l'ordre de 5 à 8% selon les pays en 2016. Donc, vous voyez, c'est un autre type de... Après avoir réussi la thérapie de choc, bon, n'en être pas mort, et ils ont changé complètement de style. Alors, maintenant, après avoir passé un peu en revue les uns et les autres, je voudrais revenir à l'ensemble de ces pays. Alors, au total, les indicateurs économiques dont on disposait en 2017 et 2018 montraient que l'on pouvait considérer l'ensemble de ces économies comme des économies de marché, au sens occidental du terme, avec toutefois des fragilités indéniables pour celles qui n'ont pas encore intégré l'Union européenne, qui sont situées dans le sud-est de l'Europe. Oui, les Balkans occidentaux, ils ne sont pas encore à ce stade. Alors, je voudrais dire un mot maintenant de ce qu'on a appelé l'apport des fonds structurels européens. Je ne sais pas, certains d'entre vous doivent savoir ce que c'est. C'est des fonds structurels fournis par l'Union européenne pour financer leurs infrastructures et aussi moderniser leurs économies, tout en respectant in fine les indicateurs des finances publiques résultant du traité de Maastricht. Alors, grâce à cette manne qui était vraiment abondante, ils s'en sont sortis. Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit à un autre moment, il est particulièrement frappant de voir ces pays être à l'aise avec les normes de Maastricht, alors que nombre de pays occidentaux, y compris le nôtre, continuent à éprouver de grandes difficultés à les respecter. Alors, un mot sur le programme, le fameux programme des fonds structurels. Ce sont des programmes successifs de financement de 7 ans qui sont consacrés notamment aux routes et autres infrastructures, mais aussi à d'autres tâches de modernisation. Et on continue à les soutenir avec ces fonds qui nous coûtent assez cher, mais enfin bon, il y est toujours. Alors, je vais maintenant aborder un autre sujet qui est important. Une autre chose aussi tout de même importante, un autre phénomène, ces pays qui ont dans l'ensemble commencé la transition avec des taux de chômage très élevés, donc ils pouvaient atteindre 10% ou des choses comme ça, lors du passage de l'économie de commandement à l'économie de marché. Ils ont vu ces taux diminuer très fortement au point que maintenant, plusieurs d'entre eux souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre. Mais ça, on peut comprendre pourquoi. Cette pénurie de main-d'œuvre est elle-même fortement accentuée par un phénomène pervers. La forte attraction qu'exerce sur ces pays le riche voisin de l'Europe de l'Ouest, en particulier vers l'Allemagne vers laquelle se dirigent les travailleurs attirés par les débouchés à salaire élevé que fournit l'industrie locale. Donc on a un phénomène de migration des travailleurs actuellement régulier, de travailleurs de ces pays vers l'Allemagne, essentiellement. Mais ça aussi, ça peut se passer à l'intérieur des pays, des pays en transition, enfin de ces pays. Par exemple, il y a un phénomène régulier de migration des travailleurs de la Roumanie vers la Hongrie, parce que la Hongrie est plus développée, etc. Voilà. Alors on est donc en présence, voilà. En résumé, et ça pose de gros problèmes. Donc, en résumé, on peut dire que la plupart des pays qui composaient ce que l'on appelle l'Europe centrale et orientale ont achevé leur transition vers l'économie de marché,
telle qu'elle est pratiquée en Europe de l'Ouest, même si certains d'entre eux situés au sud-est de l'Europe restent encore très vulnérables et les ordres économiques très fragiles. Donc, je dirais que les difficultés que rencontrent aujourd'hui ces pays sont beaucoup plus d'ordre politique qu'économique. Parce qu'ils connaissent aujourd'hui d'autres types de tensions que l'on peut qualifier de politiques qui détériorent leurs relations avec l'Union européenne. Ça, d'ailleurs, vous êtes au courant. Les plus marquantes, comme vous le savez, impliquent plus particulièrement la Hongrie et la Pologne. Et on a eu une séance sur la Hongrie ici. Donc. Mais la situation des deux autres pays du groupe de Visegrad, la République tchèque et la Slovaquie, et celle de la Bulgarie et de la Roumanie, n'est pas sans susciter des inquiétudes en raison d'une propension manifeste de certains individus à vouloir accaparer le pouvoir pour les avantages matériels que celui confère. Ceci constituant des entorses par rapport à l'exercice de la démocratie telle qu'elle est encore exercée, enfin telle qu'elle est censée être encore exercée le plus souvent dans le cadre des institutions européennes. Donc, tout ça pour dire que la situation politique de ces pays aujourd'hui ne peut pas être analysée de la même manière et avec les mêmes concepts et les mêmes critères que dans les pays de l'Europe occidentale, où elle a été structurée le plus souvent autour de partis disposant d'une ancienneté et donc d'une stabilité certaine. Après la chute du mur de Berlin et la disparition des partis communistes, les structures de ces pays ont fait l'objet d'une reconstruction qui n'a pas épargné même les figures qui ont été les acteurs du changement, comme on le voit par exemple en Pologne et en République tchèque. En Pologne, avec l'assassinat du maire de Gdańsk, qui était l'un des artisans de la sortie de la Pologne du communisme. Alors, de nouvelles forces politiques plus ou moins bien définies sont alors apparues et la recomposition est loin d'être terminée. À sa faveur, de nouvelles personnalités dont les motivations et les caractéristiques différaient de celles des personnages historiques ont émergé. C'est ainsi que, par exemple, que la République tchèque est maintenant de fait dirigée davantage que par son président historique Miloš Zeman, par des personnages issus des milieux d'affaires, comme son premier ministre Andrzej Babis, accusé de corruption d'ailleurs, détournement de fonds européens. Alors en Pologne, comme vous le savez, en Pologne, bon, jusqu'à la mort d'un des frères Kaczynski, je ne sais pas si vous connaissez les frères Kaczynski, si vous en avez tous entendu parler, il y en a un qui est mort dans la craque d'un avion en Russie. Mais les jumeaux Kaczynski étaient très très liés l'un à l'autre. Celui qui restait vivant a tout de suite voulu croire que c'était un attentat russe, alors que ça ne l'est pas, probablement. C'est quasiment certainement pas. Mais du coup, il n'a eu de cesse que de prendre la tête de la Pologne et d'imposer le régime actuel. Il n'est pas le président, il n'est pas le Premier ministre, mais en sous-main, c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige, et il a déclenché une guerre avec des figures historiques de la libération du communisme, dont témoigne l'assassinat du maire de Gdańsk. Alors en Roumanie, c'est encore autre chose. C'est le désir de l'ancienne oligarchie communiste de conserver le pouvoir par tous les moyens, en passant outre la tutelle du président, qui explique les soubresauts politiques dans ce pays. Parce qu'actuellement, on a en fait des anciens communistes reconvertis dans le style occidental, qui gouvernent le pays et qui essayent surtout de faire valoir leurs intérêts. Alors en Roumanie, il y a un président très honorable qui est issu de la minorité allemande, qui s'appelle Klaus Iohannis, la minorité saxonne de Roumanie. Mais le véritable pouvoir est détenu par d'anciens apparatchiks, donc qui le conservent et font tout pour le garder. Alors ce genre de comportement, on pourrait multiplier les exemples dans les pays des Balkans occidentaux. Alors là, c'est loin d'être stabilisé. Et on est donc loin d'une simple rébellion contre l'emprise des pays de l'Europe de l'Ouest,
Et cela explique la complexité de la situation politique dans cette zone. Je conclurai maintenant. Petite intervention, c'est peut-être moins vrai de la Slovénie et de la Croatie. La Slovénie, non, c'est pas moins vrai. La Slovénie la Slovénie est plutôt un bon élève. Oui, c'est ce que, oui. Même politiquement. C'est ce que je voulais dire. Ah oui. Oui, mais elle a eu un moment où elle a connu ces phénomènes aussi. Oui. Et actuellement, c'est bien. Non, plus actuellement, mais elle est passée aussi par cette phase. Mais la Slovénie, fait partie, c'est pas comme les Balkans occidentaux, elle fait partie géographiquement, mais elle a intégré l'Union européenne à peu près en même temps que les Baltes. Enfin, il y a très très longtemps. Alors, en conclusion, si on peut considérer que l'ensemble de ces pays ont largement fait avancer leur mue par rapport à l'ordre ancien, il serait erroné de croire qu'elle est achevée. Ils conservent une fragilité certaine, même ceux qui ont intégré l'Union européenne. Voilà. D'accord, donc je vais maintenant on continue, on enchaîner directement, de façon à ce qu'on ait une présentation de l'ensemble du tableau de bord. Tout d'abord en remerciant le cercle de m'avoir invité, aux côtés de Jean-Pierre. Et puis en commençant par peut-être vous dire 2 mots sur le tableau de bord, en complétant des choses qu'a dites Jean-Pierre, mais en rappelant que c'est un travail collectif, c'est-à-dire que c'est une série d'articles qui sont réalisés par des auteurs qui sont tous des spécialistes de tel ou tel pays ou tel groupe de pays. Et donc nous coordonnons, nous écrivons les articles sur les sujets et réécrivons. Voilà, les sujets que nous maîtrisons le mieux, mais ni Jean-Pierre ni moi ne sommes spécialistes de cet immense espace bigarré extrêmement contrasté que constitue l'Europe centrale orientale et l'Eurasie, évidemment. Hein. Donc on vous présente ici, par exemple, là ce que je vais vous présenter, c'est le travail de 6 personnes. Donc Vitaly Denisyuk pour l'Ukraine, David Turtry pour le panorama politique, parce qu'on a quand même un petit panorama politique dans le texte, que vous pouvez trouver en tapant sur Google « Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale ». Vous tomberez sur la version PDF, un document de travail, et vous pourrez retrouver la totalité des textes. Et David Turtry s'occupe aussi d'un petit chapitre sur la Moldavie et sur le Bélarus. Et Jacques Sapir s'est occupé de la partie sur la Russie même. Arman Aounbayev, qui est un économiste de la Banque eurasiatique de développement, s'est occupé de l'ensemble des pays d'Asie centrale. Et Jean Radvani, qui est mon collègue à l'INALCO, s'est occupé des pays du Caucase. Et moi, j'ai fait un panorama économique de l'ensemble de la région. Donc, si l'on prend donc l'ensemble de ces pays, donc 12 pays, hein, il s'agit des 15 républiques de l'ancienne Union soviétique, moins les 3 pays baltes. Hein. Si l'on prend ces 12 pays, on voit qu'il y a un énorme contraste avec les pays dont a parlé Jean-Pierre précédemment. Un contraste qui est à la fois institutionnel, et ce qui est quand même très très important, sauf peut-être avec les pays des Balkans occidentaux, un contraste institutionnel parce que dans tous ces pays, la pression institutionnelle de l'Union européenne est beaucoup moins forte, a été beaucoup moins forte. Elle a été forte à certains moments, mais aujourd'hui, ses effets sont bien moindres, à quelques exceptions près, comme par exemple la Moldavie et la Géorgie, et bien sûr l'Ukraine aujourd'hui, mais venant de très 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 loin. Et donc son rapport à l'Europe est extrêmement différent des rapports à l'Europe des pays dont a parlé Jean-Pierre. Et les liens économiques et politiques sont beaucoup plus distendus. Il n'y a par exemple absolument pas de fonds structurels qui peuvent représenter jusqu'à 7 ou 8% du PIB de certains des pays dont a parlé Jean-Pierre, donc des sommes tout à fait considérables. Donc voilà, on est dans une série de pays dont le rapport à l'Europe est beaucoup plus complexe, beaucoup plus distant que les pays dont il vient d'être question. Et le deuxième contraste, c'est que ce ne sont pas des pays qui ont connu, dans la période qui nous intéressait, c'est-à-dire 2017-2018, disons, l'après 2015, hein, puisqu'il a fallu reprendre l'histoire économique récente de ces pays à partir de 2015 et jusqu'à 2018. Leur trajectoire est beaucoup moins, je dirais, rapide. Ils ont connu, notamment les pays exportateurs de pétrole dans cette zone-là, ils ont connu une longue période de récession économique, c'est-à-dire de réduction
du niveau de vie de la population pendant au moins 2 ans, pour un certain nombre de pays. Et comme c'était les pays les plus importants de la région, ceux qui gravitent autour d'eux, même s'ils ne sont pas directement exploitateurs de pétrole, ont subi les effets négatifs de cette récession qui a été très profonde, qui a été une récession durable, qui a laissé des traces qui ne sont pas effacées. Et donc on n'est pas dans une situation où finalement une sorte de paradoxe entre une situation politique qui serait très problématique et une situation économique qui apparaîtrait plus florissante. On a plutôt une croissance qui se remet petit à petit après une crise économique réelle et assez généralisée. Donc ça, c'est un premier point important en introduction. Le deuxième point, c'est que c'est un panorama qui reste difficile à dresser parce que la fracture de 2015-2016 a eu des effets sur la Russie, qui est la locomotive économique de cette région, puisqu'elle pèse à peu près 75% de l'ensemble de la région en termes économiques. Donc c'est les 3/4 de cet ensemble, et donc évidemment la demande russe est une demande qui exerce des effets très puissants sur les autres économies. Mais toute la région a connu donc à la fois une augmentation de ce qu'on appelle le risque pays, c'est-à-dire l'incertitude qui entoure les activités économiques qui sont réalisées sur le territoire, qu'elles soient réalisées par les entreprises nationales ou par des entreprises européennes qui s'intéressent à ces pays. Mais on a connu également une augmentation de la conflictualité commerciale à l'intérieur de la zone, et pas uniquement entre cette zone-là et l'Union européenne. On a connu également des fluctuations monétaires relativement violentes dans cette zone-là, qui sont toutes le produit direct de la forte crise que l'on a observée dans la région à partir de 2015. Je reviendrai évidemment sur cette crise tout à l'heure. Et puis ce que donc on décrit dans le tableau de bord, c'est un petit peu l'après, c'est-à-dire la manière dont ces économies se redressent petit à petit à partir de 2017 en fait, suite à cet environnement assez dégradé. Et ce que l'on peut juste faire remarquer pour actualiser un petit peu les données et prolonger l'analyse au-delà de ce qui est dans le tableau de bord même, c'est qu'il n'y a pas de changement radical depuis 2018 et on a à peu près la même tendance que ce qui était décrit dans le tableau de bord pour 2017 et 2018, c'est-à-dire que les taux de croissance continuent à peu près au même rythme. Bien, alors ce que je vais vous présenter, c'est rapidement ce qui touche la Russie directement, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir sans doute un peu mieux comprendre les autres pays dont il est question. Ensuite, je vais présenter les autres pays, mais évidemment, n'étant pas un spécialiste de chacun de ces pays, ce sera extrêmement succinct. Et puis, je terminerai par un constat qui est fait d'ailleurs dans le panorama, et qui est le constat que partout, dans toute cette zone, la présence de la Chine se fait économiquement sentir de façon de plus en plus prégnante. Ce qui est quelque chose qu'on retrouve un peu partout, qu'on retrouve dans les Balkans occidentaux, mais qui est d'autant plus fort dans certaines zones de cette région, en particulier en Asie centrale, qui est frontalière de la Chine. Voilà. Et donc, c'est les 3 points que je vais évoquer. Alors, premier point, la Russie. Bon, la Russie a été, pendant toutes les années 2000, et une partie des années 2010, le métronome régional, le métronome de l'activité économique régionale, notamment par son poids dont je parlais tout à l'heure, mais également par le fait que, à partir de la deuxième moitié des années 2000, elle a essayé de reconstituer un espace d'influence privilégié au travers de constructions institutionnelles qui ont d'abord été une zone de libre-échange dans l'ensemble de la communauté des États indépendants, et puis ensuite une union douanière, et puis ensuite un espace économique commun, et puis enfin une union économique. Donc des structures institutionnelles qui mimaient la progression de l'Union européenne dans son temps, qui avaient passé par l'ensemble de ces étapes, mais qui l'ont mimé à un rythme absolument affolant. C'est-à-dire qu'en 4 ans, ce qui avait pris une trentaine d'années au bas mot à l'Europe a été franchi allègrement par les pays membres de cette union, qui sont aujourd'hui au nombre de 5, c'est-à-dire qu'on trouve la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, et l'Arménie et le Kyrgyzstan. Donc des pays de la partie européenne et des pays de la partie asiatique,
avec au centre la Russie. Donc la Russie a été le métronome, mais aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question de savoir si ce rôle continue d'être maintenu, compte tenu du fait qu'il y a des dynamiques et des trajectoires qui deviennent de plus en plus divergentes sous l'effet d'influences autres que celles purement de la Russie. Un autre point, c'est que la Russie a été touchée de plein fouet par la crise dont je parlais. Elle a fait partie des premières victimes de la récession de 2015. Et donc, son poids, même relatif, en a été touché, en particulier du fait que la crise monétaire, c'est-à-dire la crise du taux de change du rouble, a été très forte. Et par exemple, aujourd'hui, un certain nombre de monnaies d'Asie centrale sont plus stables que le rouble, se retrouvent un peu surévaluées par rapport au rouble, ce qui n'était absolument pas pensable il y a quelques temps. Donc la Russie est sortie de cette crise qui était à la fois monétaire, donc crise de change avec une dévaluation forcée du rouble de 45%. Alors depuis le rouble a repris un petit peu de terrain, mais c'est la plus grosse dévaluation du rouble depuis 2009, depuis la crise de 2008. Donc c'est vraiment un choc monétaire extrêmement violent. Une crise économique, la Russie a connu 2 années successives de pertes absolues du PIB qui atteignent en cumulé 3%. Aujourd'hui, elle n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, mais elle est sur le chemin de le retrouver. Et crise sociale, parce que l'ajustement à cette crise a été essentiellement supporté par les ménages. C'est-à-dire que l'ensemble des efforts de soutien à l'économie a été accordé aux entreprises et aux banques. Par contre, les ménages n'ont pas été, par exemple, le pouvoir d'achat des ménages n'a pas été maintenu et ils ont perdu, en cumulé, sur la période de crise, 15 à 20% de pouvoir d'achat, en moyenne. Donc, ce sont eux qui ont véritablement subi les effets principaux de la récession économique. Quelles sont les explications au fait qu'on est sorti de cette crise ? D'abord, la dévaluation elle-même a permis à une partie du tissu industriel russe de retrouver une forme de compétitivité vis-à-vis des importations. Donc il y a une très forte chute des importations et ça a donné de l'espace aux entreprises russes pour développer leur production et donc reprendre un petit peu de terrain perdu, en particulier dans le domaine agroalimentaire, pour d'autres raisons dont je parlerai après. Mais la dévaluation a joué un rôle important. La reprise des prix du pétrole à partir de 2016 a joué un rôle très important aussi, puisque les prix du pétrole avaient chuté de 50% en quelques mois entre 2014 et 2015, et ils ont repris environ 30 à 40%, donc ils ont repris une partie du terrain perdu, et ça entraîne des recettes d'exportation extrêmement importantes, ça entraîne une augmentation de la production pétrolière en Russie et gazière, et donc ça permet de financer des investissements et de relancer l'activité de ce point de vue-là. Et puis, à partir de 2017, ce qu'on a observé aussi, c'est que la demande intérieure russe avait cessé de chuter, les revenus réels continuaient de baisser, mais moins vite, et les ménages puisaient dans leur épargne pour maintenir un niveau de consommation, et la consommation a redémarré doucement, mais a redémarré à partir de 2017. Donc c'est les 3 éléments qui ont fait que la croissance économique s'est remise en route à partir de 2017, donc c'est 1,7%, 1,8% en 2018, mais qui a été corrigé avec des méthodes que pour l'instant je n'arrive pas à trouver fiables, en février à 2,3%, c'est-à-dire qu'on a fait un saut de 0,5 points pour l'instant sans qu'on ait d'explication crédible à ce saut. Mais disons qu'on reste sur des taux de croissance qui sont sans commune mesure avec ce que l'on avait connu après la crise de 2008-2009. On avait 4,5% de croissance, donc un véritable rebond, et encore moins si on les compare avec les années 2000, on était à 7-8% de croissance. Et il faut remarquer aussi que ce niveau de croissance est inférieur à la croissance mondiale. C'est-à-dire que avec ce niveau de croissance, la Russie continue de perdre de terrain par rapport à la moyenne mondiale. Donc elle ne parvient plus à, je dirais, rattraper le retard économique qui est le grand leitmotiv des autorités russes depuis la crise de 2009. Donc ça reste une croissance relativement modeste, mais il y a une reprise.
Alors, pourquoi cette reprise n'est pas un rebond? Pour deux raisons. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour éviter d'être trop long. Première raison, c'est des raisons conjoncturelles. C'est-à-dire qu'on a une politique économique qui est menée, qui est une politique qui n'accompagne pas le regain de la croissance. On n'a pas de volonté, jusqu'à présent, peut-être que ça va changer, mais on n'a pas de volonté ferme de la part des autorités de pratiquer ce qu'on appellerait une politique de relance. Ça s'observe sur les deux grands volets de la politique économique conjoncturelle, qui sont la politique monétaire et la politique budgétaire. Dans la politique monétaire, ce qu'on observe, c'est que la priorité des priorités a été de juguler l'inflation. La crise de 2015-2016 a été une crise à la fois de récession et à la fois d'inflation. Donc vraiment la double peine, on pourrait dire. On a connu une inflation de 15% alors que le revenu réel baissait, alors que les revenus monétaires baissaient. Donc les revenus réels ont baissé encore plus vite. Et donc cette inflation a été combattue, à juste titre, de façon extrêmement forte par la politique monétaire, qui a levé ses taux d'intérêt à des niveaux tout à fait exceptionnels. Et ces taux d'intérêt ont permis de réduire le taux d'inflation à partir de 2016. Et ce taux d'inflation a été réduit de façon assez spectaculaire, jusqu'à des niveaux qui n'avaient jamais été observés en Russie, c'est-à-dire des niveaux comparables à ce qu'on peut trouver en Europe, dans certains pays d'Europe occidentale, des niveaux de 3%. On est arrivé jusqu'à des niveaux de 3%. Mais les taux d'intérêt nominaux de la Banque centrale sont descendus beaucoup plus lentement. Et donc on a eu un taux d'intérêt réel, c'est-à-dire la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation, qui est devenu extrêmement important. Et ce taux d'intérêt réel joue un rôle tout à fait important pour le soutien, ou au contraire le découragement de la consommation et de l'investissement domestique. Donc avec des niveaux de taux d'intérêt réel aussi élevés, la consommation intérieure et l'investissement intérieur sont découragés et ne peuvent pas accompagner la reprise économique. Donc la politique monétaire, en ciblant le taux d'inflation comme objectif principal, n'accompagne pas la reprise économique. Le deuxième élément conjoncturel, c'est l'aspect budgétaire. Avec la reprise des prix du pétrole, les recettes de l'État ont repris. Et on a même eu des effets de recettes inattendus, c'est-à-dire que les recettes ont augmenté plus vite que ce qui était prévu par le gouvernement. Donc, on a retrouvé des marges de manœuvre budgétaires, mais ces marges de manœuvre budgétaires n'ont pas été utilisées pour poursuivre une politique contracyclique ou une politique de relance, pour des raisons qui sont liées au fait que la priorité du gouvernement actuel est de reconstituer des réserves qui pourraient servir en cas de nouvelle chute des prix du pétrole. Et donc de cette manière-là, s'assurer, constituer une forme d'assurance contre une adversité économique qui viendrait de l'évolution des prix du pétrole ou d'autres facteurs économiques. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de retrouver une forme de souveraineté économique en constituant des fonds structurels qui sont très impressionnants en volume absolu. Ça a pu rassembler plusieurs centaines de milliards de dollars. Mais ce sont des fonds qui sont très vite dilapidés dès lors qu'il y a un choc important, ce qui a été le cas en 2009 et en 2015. Et donc reconstituer ces réserves est une priorité, ce qui veut dire qu'on ne va pas investir ou soutenir la reprise économique par des mesures de relance budgétaire, on va plutôt épargner ces recettes budgétaires pour plus tard. Donc du point de vue conjoncturel, il n'y a pas dans la politique monétaire budgétaire menée d'efforts pour stimuler la croissance économique. Ça pourra changer, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a un aspect plus structurel. Les aspects plus structurels, je pense que vous les connaissez, peut-être pour la Russie en tout cas, c'est un problème démographique. C'est-à-dire qu'on est à une période où les classes nombreuses sont en train de partir à la retraite, alors que les classes qui sont en train de rentrer à l'âge actif sont des classes qui sont des classes extrêmement peu nombreuses, puisqu'elles sont issues des années 90, de la fin des années 90, à un moment où le taux de natalité était au plus bas en Russie. Il est arrivé à un niveau extrêmement bas entre 1994 et 2003-2004.
Donc on est à partir de 98-99, les générations qui sont de cette période-là sont en train d'arriver sur le marché du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisqu'il y a des générations arrivant à l'âge actif qui sont inférieures en nombre aux générations qui partent à la retraite, eh bien on a une contraction de la population active. On a une baisse du nombre d'actifs. Et donc avec une baisse du nombre d'actifs, vous avez une croissance potentielle qui est plus faible. Puisque, sauf à les remplacer tous par des robots ou par des immigrés, vous avez moins de postes de travail qui sont susceptibles d'être occupés sur le territoire russe. Ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de chômage en Russie. Absolument pas de chômage. On a un taux de chômage qui est extrêmement bas, mais ce taux de chômage est explicable extrêmement naturellement. On a une population active qui décroît. Donc même en détruisant des emplois, on fait baisser le chômage. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a un problème structurel très ancien qui perdure de modernisation de l'économie. Il y a un faible taux d'investissement. On investit, les entreprises privées et les entreprises publiques investissent trop peu. Et donc, les capacités de production, notamment en industrie de transformation, restent relativement limitées. Et il n'y a pas de possibilité significative d'augmenter la production aujourd'hui, puisque l'investissement du passé est un investissement insuffisant. On est aujourd'hui encore à des taux d'investissement qui sont aux alentours de 20% du PIB, ce qui, en comparant avec des pays asiatiques, est environ 1,5 fois moins que des pays asiatiques qui ont le même niveau de vie, et qui ont besoin d'investir beaucoup pour se doter de capacités de production et moderniser leurs équipements productifs. Ce n'est pas le cas en Russie, on a un retard d'investissement en Russie. Et puis les gains de productivité sont faibles. J'ai remis le chauffage. Les gains de productivité sont faibles. On pourrait imaginer que ces deux éléments-là, qui sont quantitatifs, c'est-à-dire la quantité de capital investi et la quantité de travail à disposition, puissent être compensés par une efficacité plus grande de la combinaison entre les deux, c'est-à-dire une augmentation de la productivité continue d'être relativement faible et ne croît pas de façon structurelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'instant, le potentiel de croissance est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'il ne l'a été au début des années 2000. Et les études qui sont faites aujourd'hui sur les potentiels de croissance à long terme de la Russie, compte tenu de la situation actuelle, sont tout à fait en ligne avec ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 2% de croissance par an, au grand maximum, sur les 10 ou 20 prochaines années. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les objectifs qui ont été fixés par Vladimir Poutine lors de son élection pour son 4e mandat, en mai 2018, sont des objectifs qui imaginent la possibilité de doubler, voire plus que doubler le taux de croissance pendant son dernier mandat. Et donc ça veut dire qu'il y a, dans l'esprit, en tout cas, du président et de ses conseillers, la possibilité de doubler ce taux de croissance, ce qui suppose de changer radicalement la situation. Telle qu'elle se présente, si elle ne bouge pas, ça n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible d'atteindre les objectifs qui sont fixés par les autorités. Voilà, donc ça c'est sur le redressement de la Russie. Je ne vais pas parler des autres pays de la zone, parce que sinon ça nous emmènerait très très loin. Simplement dire que dans le panorama, on fait un petit point sur l'état de l'Union économique eurasiatique, c'est-à-dire cette fameuse union qui regroupe les 5 pays dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est une union de coopération privilégiée, de renforcement des liens économiques, de commerce intérieur plus dynamique. Ce que l'on observe, c'est que pendant cette période un peu critique, cette Union économique eurasiatique a connu elle-même une crise, et une crise institutionnelle, c'est-à-dire que les règles qui avaient été établies au sein de cette Union économique eurasiatique n'ont pas été respectées. Et elles n'ont pas été respectées au sens où normalement on a une entité qui doit gérer la politique commerciale de l'Union, puisqu'on parle d'une union économique eurasiatique, on va au-delà de l'union douanière,
on doit mettre en commun un certain nombre de dispositions, notamment en matière de politique commerciale. Ça n'a pas été utilisé. Et au contraire, la Russie en premier chef, mais le Kazakhstan aussi, la Biélorussie aussi, ont pris des mesures unilatérales qui sont en contradiction totale avec les textes qui ont été signés sur le fait qu'il y avait une Union économique eurasiatique qui devait procéder à des décisions collégiales et collectives en matière commerciale. Et ici, il s'agit soit de relations commerciales avec le reste du monde. Pour la Russie, c'est typiquement les relations avec l'Ukraine, que la Russie a mis en place sans demander aucun avis ni au Bélarus, ni au Kazakhstan, ni au Kyrgyzstan, lesquels n'ont pas appliqué les mêmes règles, n'ont pas suivi la Russie dans ses mesures de rétorsion avec l'Ukraine. Soit des relations internes, c'est-à-dire que le Kazakhstan avec le Kyrgyzstan, la Russie avec la Bélarus, le Bélarus avec la Russie, se livrent parfois à des petites guerres commerciales en interdisant telle ou telle importation, en rétablissant des barrières tarifaires ou non tarifaires qui ne sont pas prévues dans les textes. Donc l'Union économique eurasiatique est elle-même en difficulté. En tant qu'institution multilatérale, voilà, plurilatérale. Et je voudrais terminer en parlant du rôle de la Chine dans la région. Alors, tout à l'heure, Jean-Pierre parlait du rôle structurant des fonds européens dans plusieurs pays de l'Europe centrale et orientale. On pourrait dire qu'il serait intéressant de voir si les fonds qui sont déversés, notamment en Asie centrale, par la Chine au titre de sa politique des nouvelles routes de la soie, des nouvelles routes terrestres de la soie, jouent le rôle que jouent les fonds structurels dans ces pays-là, puisqu'on a des ordres de grandeur qui ressemblent un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'une petite fraction du méga projet nouvelle route de la soie pour la Chine, ça peut être quelque chose de tout à fait gigantesque pour un pays comme la Kirghizie ou comme le Turkménistan ou comme le Tadjikistan. Et effectivement, ce sont des fonds qui, à l'échelle de ces pays-là, sont tout à fait importants. Et donc créer des changements tout à fait profonds, créer des changements extrêmement profonds qui vont avoir des effets dont on ne voit que les débuts aujourd'hui, mais qui vont avoir des effets très durables sur ces économies et qui vont modifier notamment leur rapport à la Russie et leur rapport à leur voisinage. Je rappelle quand même que pour l'instant, du point de vue commercial, le premier partenaire commercial de la région, si on fait une moyenne pondérée de l'ensemble des pays, c'est l'Union européenne. Ça reste l'Union européenne qui représente 15% en moyenne du PIB de cette zone quand on fait la somme entre les exportations et les importations. La Russie vient en deuxième position avec 11%, donc à peu près le même ordre de grandeur, mais la Chine arrive déjà à 7%, pratiquement à moitié du niveau de l'Union européenne et a dépassé la Russie avec certains pays. Quels sont les projets dans lesquels la Chine s'est impliquée? Vous savez que la nouvelle route, le projet des nouvelles routes terrestres de la soie a été présenté à Astana. Il ne faut plus dire maintenant Astana, il faut dire Nur-Sultan maintenant, du nom du président, de l'ancien président kazakhstanais, à Astana, devenu Nur-Sultan en 2013. Et l'essentiel, une grande partie des fonds, pour l'instant, est investi dans des infrastructures, et en particulier des infrastructures de communication, des infrastructures de transport et des infrastructures énergétiques. En fait, c'est sur ces trois types d'infrastructures que la Chine s'est positionnée et se positionne aujourd'hui, avec des résultats tangibles que j'ai pu voir il y a une semaine à la frontière entre la Kyrgyzstan et le Kazakhstan, avec des routes, avec des ports secs, comme à Korgos, à la frontière entre le Kazakhstan et la Chine, avec des infrastructures énergétiques extrêmement importantes, notamment une qui relie le Turkménistan à la Chine en passant par l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, donc des projets régionaux, et avec des infrastructures qui peuvent aussi toucher l'énergie, au sens énergie électrique. L'énergie, c'est électricité, oléoduc... Ici, ça peut être des barrages, en Asie centrale c'est important, ça peut être des gazoducs, pour le Turkménistan, qui est un très gros exportateur de gaz, et pour le Kazakhstan, qui est aussi un exportateur de gaz, mais aussi oléoduc.
hein, et des réseaux électriques, hein, également des centrales électriques ou des réseaux électriques. Elle est un peu moins présente dans l'industrie. Alors, dans l'industrie extractive, elle commence à être présente, notamment en exploitant des mines ou en exploitant des industries chimiques de transformation pour, par exemple, compléter des complexes énergétiques d'extraction. Donc, les entreprises chinoises comme CNPC arrivent au Kazakhstan ou au Turkménistan et proposent clé en main à la fois l'exploitation de gisements et à la fois la transformation, notamment pour l'industrie chimique, du gaz ou du pétrole qui a été extrait. Donc il y a ces industries-là qui sont directement liées à des gisements qui peuvent être rachetés par des entreprises chinoises. Et le troisième élément dans lequel, mais c'est encore embryonnaire et c'est pour l'instant pas très développé, et le troisième élément dans lequel la Chine est extrêmement active, c'est évidemment les financements. C'est-à-dire des projets sont apportés avec une grande nouveauté qui est que dans le cadre des projets de nouvelle route de la soie, les entreprises chinoises deviennent des apporteurs de capitaux, alors que dans les années 2000 et jusqu'aux années 2015, ce n'étaient pas du tout des apporteurs de capitaux, c'était des apporteurs de travail. Elles réalisaient du service de mise à disposition de travail et de réalisation d'infrastructures pour le compte d'un donneur d'ordre qui ensuite les remerciait, les payait et elles repartaient. Là, ce qui se passe, c'est qu'elles apportent les financements avec. Et en apportant les financements avec, elles peuvent lier ces financements à toute une série de conditions qu'elles décident. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on voit par exemple que l'exposition au financement extérieur du Turkménistan, du Tadjikistan, du Kyrgyzstan ou même du Kazakhstan augmente, la dette extérieure de ces pays vis-à-vis de ces entreprises augmente, et la question se pose de savoir comment ces financements seront honorés dans le futur. Pourquoi ? Notamment parce que certaines de ces infrastructures fondamentales qui sont rentabilisées sur des très très longues périodes, ou pas du tout rentabilisées, qui sont rentabilisées par des externalités en termes économiques, c'est-à-dire que ça crée des activités, mais ce n'est pas l'infrastructure elle-même qui peut s'autofinancer. Hein. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle c'est souvent financé par le secteur public. Là non, là c'est des entreprises privées, étrangères, qui apportent des capitaux, qui réalisent des routes et qui qui accordent un prêt qu'il va falloir rembourser. Sur quelle recette va-t-on rembourser ces prêts ? C'est un vrai problème pour beaucoup de pays. Voilà, donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un levier de développement, ce qui est une possibilité à certaines conditions, est-ce que c'est un levier de dépendance ? Et l'autre point, et je conclurai là-dessus, c'est quel est l'impact que ça peut avoir sur l'ancienne division du travail, qui avait été la division du travail entre la Chine et la Russie en Asie centrale. C'est-à-dire, quand je dis ancienne, c'est celle des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010, c'est-à-dire à la Chine, l'économie, et la Chine peut ouvrir de nouvelles perspectives commerciales à ces entreprises qui vendent leurs produits en Asie centrale, à la Russie, la sécurité. Et donc la Russie restait extrêmement présente sur deux domaines, l'énergie et la sécurité, dans la zone Asie centrale. Aujourd'hui, le fait que des entreprises chinoises s'implantent durablement et le fait qu'il commence à y avoir des intérêts à 10, 15 ou 20 ans implantés dans ces pays-là, va certainement amener